Une comète interstellaire, officiellement répertoriée comme un objet ordinaire, a provoqué une réaction inhabituelle au sein de la CIA, si hermétique que l'agence a refusé même de reconnaître s'il y a des documents sur lui. Dans le même temps, une communauté scientifique ouverte avait un discours rassurant. Rien n'était inhabituel. Une seule phrase d'un échange non classifié, cependant, était suffisante pour briser ce calme apparent. De là est venu un chemin qui a relié des anomalies à la poudre de la comète, des traces de nickel et une légalité du secretisme hérité de la guerre froide. Le résultat n'est pas de savoir si un objet connu sous le nom de Troy Atlas cache des technologies extraterrestres. La vraie incognite est la raison pour laquelle ceux qui prétendent les comprendre traitent tout document qui leur est lié comme un document hautement secret. Qu'est-ce qui rend cette affaire si délicate? Et à quel moment les preuves vérifiables sont-elles réellement épuisées? John Greenwald Jr. a consacré sa carrière à suivre des traces documentaires que les institutions préféreraient garder hors de portée du public. Peu après que Troy Atlas ait été identifié comme interstellaire, Greenwald a présenté une demande officielle en vertu de la loi sur la liberté de l'information, FOIA, à la CIA. Elle a demandé tout rapport, toute analyse ou toute communication interne mentionnée par la comète. La demande a atteint l'anglais à la fin de l'été de 2025, tout comme le chemin et la composition de l'objet ont tenu les titres au niveau astronomique. La réponse est venue des mois plus tard et a utilisé un langage qui, avec le temps, est devenu synonyme de silence institutionnel. Le bureau de l'information de la CIA a indiqué qu'il ne pouvait ni confirmer ni nier l'existence de fouilles liées au Troy Atlas, à l'exception de la loi sur la sécurité nationale et de la loi de la CIA elle-même. Aucun numéro de dossier n'a été attribué, aucun dossier de recherche n'a été offert et aucune information n'a été donnée sur ce qui pourrait être en jeu. Le refus ne prétendait pas qu'il y avait des archives, mais qu'il n'y avait pas d'archives. Il a déclaré directement que sa reconnaissance de son existence ou de son absence était elle-même une matière classée. Greenwald a rendu public la réponse sur les réseaux sociaux et son fichier numérique The Black Vault, soulignant le contraste avec la politique de données ouvertes de la NASA. Il pensait que cela suggérait que la comète, ou du moins la façon dont elle était observée, était entrée dans le domaine de l'intelligence. Le texte de la lettre faisait suite au modèle Glomar, une formule légale utilisée pour la première fois dans les années 1970 pour protéger les missions secrètes de récupération sous-marine pendant la guerre froide. Dans ce cas, ce bouclier juridique s'appliquait à un corps céleste situé à des centaines de kilomètres de la Terre et décrit publiquement comme inoffensif et commun. Plus de détails ont été publiés depuis. La lettre de la CIA ne contenait pas d'index Vogue qui répertoriait les documents détenus par catégorie. Il n'y a pas eu de reddition partielle et aucun résumé des efforts de recherche et du dossier public d'un appel avant le début de 2026. Le seul élément vérifiable est le texte du refus lui-même, qui se propage en capture d'écran et citation, mais jamais en tant que document scanné avec une signature officielle. C'est tout le dossier vérifiable, une demande, un refus et une phrase qui fait de l'information une question de sécurité nationale. Ce silence ne constitue pas une preuve de découverte cachée, mais une indication que les règles de transparence changent à mesure que les agences de renseignement entrent en jeu. Sur le plan juridique, l'histoire du Troy Atlas est celle d'une question qui ne peut être répondue, non pas parce que la réponse est extraordinaire, mais parce que la procédure elle-même est considérée comme trop sensible pour être reconnue. La doctrine Glomar n'est pas née avec des comètes ou avec l'intérêt de la CIA dans l'espace. Ses origines remontent à la guerre froide, alors que les frontières entre la connaissance publique et les secrets d'État étaient redéfinies sous la menace de rivalité nucléaire. En 1974, la CIA a lancé le projet Azorien, une opération secrète visant à récupérer un sous-marin soviétique coulé dans le Pacifique. C'est ce qu'a fait le Hugh Glomar Explorer, un navire soumis comme plateforme minière sous-marine, mais conçu pour l'une des opérations de renseignement les plus ambitieuses de son temps. Lorsque des journalistes et des défenseurs de la transparence ont commencé à présenter des demandes de FOIA au sujet du projet, l'agence a été confrontée à un dilemme juridique. Répondre positivement ou négativement pouvait révéler des méthodes, des priorités ou même le fait que les États-Unis suivaient les pertes navales soviétiques.
La solution était un refus sans précédent. En 1975, la CIA a dit à un tribunal fédéral qu'elle n'était pas en mesure de confirmer ou de nier l'existence de fouilles liées à Glomar Explorer ou à l'opération de sauvetage. Ce n'était pas une évasion improvisée, mais une posture légale calculée. Un an plus tard, dans l'affaire Philippines anti-CIA, les tribunaux ont appuyé cette approche en acceptant que la reconnaissance de l'existence ou de l'absence d'archives puisse mettre la sécurité nationale en danger. Un précédent a été établi à partir de cette date. La doctrine Glomar a été intégrée dans la loi américaine sur les secrets officiels et a finalement été étendue au programme de reconnaissance par satellite, aux moyens de renseignement extérieur et en général, à toute question où l'admission à documenter l'existence pourrait révéler des compétences ou des intérêts classifiés. Les avocats spécialistes de la FOIA décrivent la réponse de Glomar comme un pare-feu, mais comme un verdict. Ça ne prouve pas que quelque chose d'extraordinaire a été caché. Leur rôle est d'empêcher même les indices les plus mineurs sur ce que le gouvernement regarde, comment il recueille de l'information ou ce qu'il estime pertinent. Cette logique est principalement appuyée par deux lois, la loi sur la sécurité nationale et la loi de 1949 sur la CIA, qui leur permettent de protéger les sources et les méthodes de communication. Les tribunaux l'ont soutenu à maintes reprises tant que l'agence offre une justification crédible, parfois aussi simple que d'affirmer que la confirmation de quelque chose révélerait des priorités ou des analyses du renseignement. Les sources et les méthodes font partie du noyau protégé du travail de renseignement. Les statistiques montrent que, depuis les années 70, la CIA utilise la réponse Glomar dans environ 15 à 20% de ses cas les plus sensibles en vertu de la loi sur la liberté de l'information. Ces situations sont souvent liées à la surveillance spatiale, aux technologies étrangères ou au système de reconnaissance des plateformes aériennes et orbitales. À des occasions exceptionnelles, cette ressource a même été utilisée pour couvrir des informations sur des événements publics, où l'agence estime que l'acceptation de son intérêt pourrait révéler des capacités de surveillance classifiées. Au niveau strictement astronomique, ce type de refus est presque inexistant. Les quelques précédents remontent aux années 90, car les applications concernant les débris spatiaux ou les programmes de surveillance orbitale ont été rejetées pour éviter d'exposer le niveau de précision des capteurs américains. C'est exactement pourquoi toute posture de Glomar appliquée à un objet céleste est frappante. Il arrive rarement est le terme que ces critiques utilisent. Pour les avocats spécialisés dans la transparence, Glomar est à la fois une source constante de frustration et un outil connu. Mark Z, un avocat avec des décennies d'expérience FOIA, explique que c'est un instrument qui est parfois surutilisé mais qui correspond à la logique du travail d'intelligence. Elle peut être contestée devant les tribunaux, mais à moins qu'il n'existe des preuves claires de mauvaise foi ou que des informations aient été officiellement reconnues par le gouvernement lui-même, les juges les forcent rarement à rompre leur silence. Le résultat est un système à double voie. Des agences scientifiques telles que la NASA opèrent avec des données ouvertes et un débat public, tandis que les agences de renseignement peuvent clore toute discussion en une seule phrase. La science ouverte et l'intelligence fermée obéissent à des règles différentes. La réponse de Glomar ne dit rien sur le contenu de l'information. Il prétend quelque chose de plus fondamental, que même admettre qu'il y a une question met un risque. Lorsque cette doctrine s'applique à une comète, largement observée par les astronomes et décrite comme inoffensive par les organismes publics, le contraste est clair. La loi qui protégeait autrefois les secrets des sous-marins nucléaires jette maintenant un voile sur une région du ciel. La logique juridique était cohérente, mais le contexte semblait mal ajusté. Un outil né à l'ère de l'espionnage sous-marin définit aujourd'hui les limites de ce qui peut être connu d'un visiteur de l'extérieur du système solaire. D'un point de vue astronomique, la trajectoire du Troy Atlas ne laisse aucun doute sur son origine. Le Minor Planet Center a enregistré une orbite clairement hyperbolique avec une excentricité bien plus d'une, indiquant que l'objet n'est pas lié gravitationnellement au Soleil et ne reviendra pas. Le périhélium, le plus proche du Soleil, s'est produit à la fin d'octobre 2025, à une distance de 1,36 à 1,4 unités astronomiques, légèrement au-delà de l'orbite terrestre. La meilleure approche de la Terre a eu lieu en décembre de la même année, environ 1,88 unités astronomiques,
environ 270 millions de kilomètres. À aucun moment cela n'a mis la planète ou les satellites en danger. Sa surveillance a été soutenue par plus d'une centaine d'observations provenant de dizaines d'observatoires, ce qui lui a permis d'établir son chemin avec une précision inhabituelle même pour les objets interstellaires. La vitesse, l'angle d'entrée et la direction de sortie coïncidant avec ce qui était attendu pour un corps formé autour d'une autre étoile qui a passé des milliards d'années à errer dans l'espace avant de traverser notre système de façon occasionnelle. Tous ces chiffres ancrent le débat dans des événements mesurables et répétables, laissant peu de place au doute sur leur chemin, même s'ils poursuivent les discussions sur la question de savoir s'il y a autre chose pour les distinguer d'une comète conventionnelle. La NASA et surtout la JPL ont toujours été clairs à ce sujet. L'agence a décrit Troy Atlas comme un exemple d'un manuel de comète interstellaire, comme un fragment glacé d'un autre système étoile, suivant un chemin hyperbolique qui garantit qu'il ne reviendra jamais. Depuis le milieu de 2025, les notes officielles soulignent la rigidité des calculs orbitaux, la direction claire et l'absence totale de danger pour la Terre. Un porte-parole de JPL a insisté auprès des médias pour qu'il s'agisse d'une occasion scientifique exceptionnelle et non d'une alarme. Le ton institutionnel est sûr et presque routinier. La qualité des données, avec plus d'une centaine d'observations indépendantes et des campagnes photos du télescope Hubble et James Webb, sont mises en évidence. Le langage technique fait référence à un coma actif, à la production prévue de poudre et au processus de dépurisation compatible avec le réchauffement solaire. À la suite de questions sur des particularités telles que la structure de poudre orientée vers le Soleil ou la présence de nickel, les scientifiques ont fait référence à des modèles évalués par des pairs et à des explications naturelles. Lors d'une séance de questions, un chercheur de JPL était clair. Il n'y a aucun signe de quelque chose d'artificiel et tout ce qui a été observé s'inscrit dans la conduite normale des comètes. Le récit de la science publique est donc celui de l'observation, de la mesure et de l'explication. Le message est simple. Le Troy Atlas est exceptionnel en raison de sa provenance et non de sa nature. Cette sécurité contraste avec le silence prudent des chaînes de renseignement. Pour la communauté scientifique, le cas est résolu. Pour ceux qui analysent les limites du secret officiel, cette diversité est précisément la chose la plus révélatrice. Le Hubble a commencé à observer la comète à la mi-juillet 2025 et a obtenu des images haute résolution qui sont devenues la base de l'analyse ultérieure. Le plus frappant était une structure de poudre destinée au Soleil, une silhouette qui semblait contredire l'idée populaire que les queues de comètes s'étendent toujours dans une direction opposée. Ce soi-disant anticolion est devenu un centre de soins pour les astronomes professionnels et les observateurs en ligne. Les spécialistes ont approché l'anomalie avec des outils bien connus. Ils ont développé des modèles axés sur la physique des poussières, la taille des particules, la vitesse d'éjection et l'interaction avec le rayonnement solaire et le vent solaire. Les images de Hubble montrent des poussières de 1 à 100 microns et se déplacent à des vitesses de 2 à 22 mètres par seconde. Introduits dans des simulations dynamiques, ces paramètres reproduisent des structures très semblables à celles observées. La clé était en géométrie, la position relative de la comète, de la Terre et du Soleil, avec le temps des émissions matérielles, était suffisante pour expliquer une apparence qui à première vue semblait défier l'intuition. Dans certaines circonstances, des grains minuscules et très rapides peuvent générer une illusion optique surprenante. Au lieu de former une queue qui se déplace loin du Soleil, il semble projeté vers l'avant comme si la piste était directement visée. Des études examinées par les pairs, publiées quelques semaines après la campagne de Hubble, ont confirmé que ces structures orientées vers le Soleil ne sont pas uniques à Troy Atlas. Des phénomènes similaires ont été documentés dans d'autres comètes car l'angle d'observation est approprié et la poudre est dominée par de petites particules très réfléchissantes. Le mécanisme qui les produit est naturel, répétable et extrêmement sensible à la géométrie à partir de laquelle ils sont observés. Qu'il y ait une explication physique convaincante ne supprime pas l'impact visuel des images. Les modèles dissipent le mystère d'un point de vue scientifique, mais la silhouette reste puissante. C'est un rappel que quelque chose qui semble impossible peut en fait être complètement normal lorsqu'il est interprété dans le langage de la lumière et de la poudre. Les premières images de Troy Atlas,
en particulier celles obtenues par Hubble en juillet 2025, ont été rapidement diffusées à travers des forums d'astronomie et de réseautage social. La structure de poudre claire et presque géométrique orientée Soleil a immédiatement attiré l'attention. Les discussions en ligne et dans la presse ont répété la même question. Comment une comète peut-elle montrer une queue dirigée vers le Soleil quand tous les programmes scolaires enseignent le contraire ? Même après que des spécialistes aient publié des modèles détaillés montrant comment une combinaison de géométrie et de dynamique des poudres peut générer ce profil, l'inconfort n'a pas complètement disparu. L'explication était cohérente sur le papier. Les particules petites et rapides, la direction de la lumière du Soleil et le point de vue changeant de la Terre peuvent produire un anticolion apparent. Mais l'image a continué à résister à une acceptation intuitive. L'astronome de Harvard, Avi Loeb, a noté que le trait semblait visuellement conçu, soulignant comment l'esprit humain tend à voir le but dans des formes frappantes, même si la physique sous-jacente est la routine. D'autres experts en comètes, comme Karen Misch de l'Université d'Hawaï, ont été rappelés qu'ils ont été observés à plusieurs comètes du passé lorsque les conditions appropriées sont alignées et que les propriétés de poudre de Troy Atlas s'inscrivent bien dans un comportement connu. Pourtant, l'impression visuelle est restée. Dans le podcast de l'astronomie, les présentateurs reviennent une fois de plus aux images du Hubble et s'arrêtent à ce bec clair orienté vers le Soleil. Dans des forums comme Reddit, les captures et les diagrammes spéculatifs ont proliféré. L'anticolion est devenu une encre psychologique, un détail qui semble mauvais, même s'il est expliqué. La tension entre l'odeur visuelle et la normalité physique a pesé plus sur les réactions publiques que tout article technique. Le problème n'est pas que le phénomène est inexplicable, mais que l'explication ne supprime jamais complètement le début initial. Pour beaucoup, l'image fonctionne comme un rappel que la logique de la nature peut se sentir étrange, même si elle est parfaitement ordinaire. Et le fait que les scientifiques doivent répéter les mêmes éclaircissements encore et encore renforce le sentiment que quelque chose à Troy Atlas résiste complètement à la fermeture. L'accent est ensuite passé des images à la chimie, un terrain où les nombres, et pas seulement les formes, ont commencé à défier les attentes. Le nickel a rarement les gros titres des comètes, mais dans le cas du Troy Atlas est devenu au centre d'un débat technique qui a eu lieu pendant l'été 2025 au Congrès et serveurs prépubliés. Le Vrai Grand Télescope, VLT, du Chili a initié des observations spectroscopiques peu après que l'objet a été officiellement inscrit comme interstellaire, tandis que près de 4 unités astronomiques du Soleil ont été trouvées. Ces données ont permis d'obtenir des lignes d'émission claires pour le nickel atomique dans le coma. Au cours des semaines suivantes, alors que la comète s'approchait du Soleil, ces signaux de nickel ont augmenté et sont demeurés stables. À la mi-août, avec l'objectif le plus proche, l'émission a été décrite comme rapide et constante alors que les lignes de fer, communes à la plupart des comètes, sont restées sous le seuil de détection. C'est un modèle inhabituel. Aux comètes du système solaire, le nickel et le fer apparaissent généralement en même temps que les signatures spectrales qui montent et descendent au même rythme que la sublime glace et la poudre. Dans ce cas, la séparation était claire. Le nickel souligné et le fer n'a pas répondu. L'équipement du VLT a estimé une libération de nickel de plusieurs grammes par seconde, chiffre comparable à celui de certaines comètes actives, mais frappant par l'absence de fer associé. Des molécules communes comme le cyanogène ont été trouvées seulement quelques semaines plus tard, renforçant le sentiment que la séquence chimique n'a pas suivi l'ordre prévu. Des explications naturelles ont été avancées pour cette conduite. On suggère que le nickel pourrait être lié à des composés volatiles capables de se décomposer à des températures inférieures à celles du métal pur, libérant de la vapeur de nickel même dans les régions froides du système solaire. Un autre fait état de processus d'altération de l'espace ou de la composition originale du corps parent comme cause d'un rapport exceptionnellement élevé entre le nickel et le fer. Néanmoins, ces idées sont encore des hypothèses, et elles ne sont pas directement mesurées. L'absence de fer n'est pas absolue non plus. Les limitations instrumentales et la présence dominante de poudre dans les spectres laissent place à des signes faibles passant inaperçus. Pourtant, les données recueillies en juillet et août 2025 sont un signe, une anomalie mesurable et répétable qui ne correspond pas facilement au scénario habituel de la physique cométaire.
Le débat n'est pas sur l'impossible, mais sur le maître. Certains astronomes ont soutenu que le déséquilibre est réel et indiquent des processus ou des histoires qui ne sont pas bien représentés dans les modèles standards. D'autres, y compris les observateurs VLT eux-mêmes, notent que la chimie des comètes est très variable et que rare n'est pas contre nature. Ce qui est différent dans ce cas est la netteté de la détection et son timing. Les lignes de nickel augmentent avec clarté, tout comme le statut interstellaire de l'objet attire l'attention à la fois scientifique et institutionnelle. Ce n'est pas un effet visuel ou un ensemble de géométrie, mais une émission atomique qui a été enregistrée dans de grandes données et confirmée à différentes nuits. Pour ceux qui cherchent quelque chose de solide dans une histoire pleine d'ambiguïté, le nickel offre un point de support, un fait qui peut être mesuré, discuté et n'a actuellement aucune explication complète. Les modèles 3 et Atlas montrent également comment des forces minuscules et presque imperceptibles peuvent changer le chemin d'un objet passant par le système solaire. Les premiers calculs orbitaux, basés sur plus d'une centaine d'observations du sol, ont permis d'obtenir une sortie hyperbolique claire. Mais à mesure que la comète s'allume et que de nouvelles données apparaissent, de petites déviations ont été constatées, frappant cette gravité à elle seule ne pouvant pas être justifiée. C'est l'impression d'effets dits non gravitationnels, bien connus des chercheurs de comètes. Le réchauffement solaire active les jets de gaz à la surface, et s'ils ne sont pas symétriques, ils agissent comme de petits moteurs qui modifient le chemin. Avec le temps, ces forces douces peuvent déplacer d'énormes distances vers l'objet, montrant que même dans le vide de l'espace, les détails les plus subtils comptent. Le premier signe que quelque chose n'allait pas complètement est apparu à la fin de juillet 2025, quand des modèles orbitaux à jour ont commencé à être en désaccord sur le cours final de 3 et Atlas. Différents équipements, utilisant différentes hypothèses sur la teneur volatile et la porosité du noyau, sont venus à estimer que le chemin de sortie pourrait s'écarter d'une 10e unité astronomique à environ 75 millions de kilomètres. Une telle marge remet grandement en question toute tentative de prédire avec précision où sera la comète à l'avenir. Les calculs se sont révélés extrêmement sensibles. Pour modifier la densité supposée du noyau de 0,5 à 0,1 g par centimètre cube, ou pour ajuster légèrement le pourcentage de la surface active, il suffisait de modifier radicalement les prédictions. L'incertitude quant aux principales propriétés physiques, combien de glace reste, combien le corps est poreux, comment il affecte le rayonnement solaire à sa surface, se traduit directement en incertitude sur son chemin. Les travaux publiés au second semestre de 2025 ont mis en évidence cette unité. Certains ont pointé au monoxyde ou au dioxyde de carbone comme moteur de premier plan capable d'alimenter des jets puissants même loin du Soleil. D'autres ont défendu une mosaïque de sources plus petites et variables réparties à la surface. Toutes les approches étaient mathématiquement cohérentes, mais tout était soutenu par des détails physiques qui restaient inaccessibles. Le résultat a été une série de comptes possibles, aucune finale, tout plausible. Chaque nouvelle observation ou adaptation du modèle pourrait obtenir l'historique de routine à exceptionnel. Pour les agences de renseignement, ce genre d'incertitude va au-delà de l'intérêt académique. La surveillance et la prévision des objets rapides constituent un élément central de la surveillance et de la sécurité nationale. Lorsque le chemin d'une comète peut déplacer une fraction importante d'une unité astronomique par des forces non mesurées directement, la ligne qui sépare la science ouverte de la surveillance classifiée devient diffuse. Le débat sur les effets non gravitationnels à 3 et Atlas rappelle que les petits inconnus peuvent être multipliés et générer des scénarios assez différents, chacun avec ses propres implications. Dans ce contexte, le plus grand programme mondial de recherche de technosignature a décidé d'attirer son attention sur la comète lors de sa meilleure approche de la Terre en décembre 2025. Pour une seule nuit, le radiotélescope de Green Bank en Virginie occidentale a tracé le ciel à travers une gamme de fréquences, entre 1 et 12 GHz, espérant détecter même le signe artificiel le plus faible. La fenêtre d'observation a été définie avec précision, quelques heures avant le passage de la comète à environ 1,8 unités astronomiques de notre planète. C'était le meilleur moment pour capter les signaux potentiels à bande étroite, qu'ils soient intentionnels ou simplement en fuite.
Le système d'analyse a été conçu pour mettre en évidence toute anomalie qui était exceptionnelle du fond cosmique. Les algorithmes cherchaient des motifs répétitifs, des pics ou des mouvements soudains qui suivaient le mouvement des comètes. À la fin de la session, rien d'inhabituel n'est apparu. Le rapport officiel concluait qu'aucune émission artificielle n'avait été détectée et que tous les signaux observés étaient compatibles avec le bruit régulier associé aux comètes. Ce genre de résultat a souvent été mal interprété. Une recherche sans détection n'est pas un verdict absolu. Ce que les données de la Banque verte indiquent est quelque chose de très concret. Pendant quelques heures déterminées, à un ensemble spécifique de fréquences et avec le télescope directement orienté vers Troie Atlas, il n'y avait pas de signaux radio à bande étroite au-dessus du seuil de sensibilité. Ne pas exclure les émissions hors de cette plage, les transmissions intermittentes à d'autres moments ou les technologies complètement différentes. Il ne dit rien sur les balises optiques, les signaux de spectre amplifiés et les émissions dirigées loin de la Terre. Vous ne pouvez pas non plus évaluer les objets qui ne diffusent pas de radio. Les limites font partie de la méthode. La directionnalité est importante. Un panneau orienté dans une autre direction n'atteindrait jamais l'antenne. Le cycle des émissions est important. Une courte impulsion entre les scans peut passer inaperçue. Le type de modulation est important. Si l'information est codée comme polarisation ou phase, le système standard peut avoir été non reconnu. Même les algorithmes avancés ne détectent que ce pour quoi ils ont été conçus. La session de la Banque verte a examiné une catégorie très concrète de technofirmes, les émissions radio intenses, persistantes et à bande étroite. Rien ne remet en cause une restriction, mais ne clôture pas le débat général. Cette approche reflète la discipline du domaine SETI. Ces chercheurs savent qu'aucune observation isolée, même bien planifiée, ne peut résoudre la question de l'artificialité d'un objet par elle-même. Le résultat négatif a de la valeur. Il indique ce qui peut être affirmé et réduit l'espace des scénarios potentiels, mais ne confirme pas ou ne réfute pas un récit plus vaste. Les données de décembre 2025 fixent une limite claire à cette plage de fréquences et à ce moment précis. Au-delà, tout reste ouvert aux nouveaux commentaires, aux outils plus sensibles et aux différentes questions. En même temps, le refus de la CIA de confirmer ou de nier l'existence de recherches sur une comète qui ont été publiquement décrites comme une routine a donné lieu à de multiples interprétations. Chacun s'appuie sur une idée différente de ce qui se protège vraiment par le silence. Une lecture axée sur la protection des capacités. Reconnaître ou refuser des documents d'environ Troie Atlas peut indirectement révéler la portée ou les limites des capteurs classifiés. Le simple fait d'admettre l'intérêt indiquerait quels types d'objets sont surveillés, quels flux de données sont considérés comme pertinents ou quelles régions orbitales ont fait l'objet d'une attention particulière. De ce point de vue, le secret n'est pas la comète, mais l'infrastructure qui regarde le ciel. Une autre interprétation est celle du filtre à signe noir. Les objets interstellaires sont rares, et Troie Atlas est venu avec suffisamment de particularités, trajectoire hyperbolique, poudre orientée soleil, rare chimie du nickel, pour activer un examen de précaution. Les organismes de renseignement appliquent souvent des protocoles spéciaux à des événements à faible probabilité mais à fort impact potentiel. Bien que le consensus scientifique ne voit rien d'extraordinaire, la réponse de Glomar pourrait refléter une réflexion bureaucratique. Traiter comme sensible toute question avec une possibilité minimale de pertinence stratégique pour résoudre des préoccupations internes. Une explication purement procédurale existe également. Certaines applications FOIA sont classées dans des catégories où la réponse la plus sûre est de ne rien dire, quel que soit le contenu réel. C'est particulièrement vrai lorsque les demandes couvrent des domaines liés à la surveillance classifiée, bien que les données sous-jacentes soient insignifiantes. Le négatif devient alors un modèle qui empêche de révéler les priorités ou les lacunes à travers le modèle de ce qui est confirmé et ce qui ne l'est pas. L'option la plus prosaïque est que la seule chose vraiment classifiée sont les emails réguliers, les mentions dans les rapports quotidiens ou les analyses qui répètent l'information publique mais sont couvertes par des règles générales de secret. Dans ce cas, la réponse Glomar protège le processus et non le résultat. Le contenu n'ajouterait rien de nouveau.
mais la structure du travail de renseignement nécessite le même pare-feu dans tous les cas. Aucune de ces explications ne nécessite un saut extraordinaire. Ils s'inscrivent tous dans la logique avec laquelle les agences gèrent les risques, protègent les méthodes et évitent les divulgences accidentelles. Et pourtant, la question demeure. Si toute l'information publique indique une comète régulière, qu'est-ce qui rend même l'existence d'archives traitées comme une question de sécurité nationale? Que dit exactement le refus de la CIA dans son ensemble? Est-ce un glossement total ou partiel? Si les comptes publics sont si sécurisés, quelles informations pourraient justifier ce niveau de protection? Les modèles chimiques et de trajectoire convergent au fur et à mesure que d'autres données arrivent ou les anomalies persistent-elles? Le signe nickel disparaît-il avec la distance ou continue-t-il de défier le modèle habituel? Les poussières tournées vers le Soleil ont-elles été complètement expliquées ou de nouvelles images ont-elles rouvert le débat? Et si les réponses restent piégées après le silence procédural, qu'en dit-on des frontières entre la science ouverte et le secret institutionnel? La preuve réelle n'est pas si la théorie la plus extrême est vraie, mais si la posture officielle correspond à la sécurité projetée du public. Lorsque l'histoire se termine avec un pare-feu, le mystère réside non seulement dans les données, mais aussi dans la différence entre ce qui peut être mesuré et ce qui peut être reconnu. Aujourd'hui, le discours officiel insiste sur la certitude, tandis que les recherches qui peuvent dissiper le doute sont encore scellées ou non confirmées. Comme chaque anomalie est expliquée, le sécréteur sélectif demeure. La leçon finale n'est pas une comète concrète, mais la façon dont les institutions gèrent l'information inconfortable. La transparence n'est pas seulement un idéal, c'est une condition de confiance du public. Les questions sont toujours en vie, non pas pour ce que nous savons, mais pour ce que nous n'avons toujours pas le droit de voir.